Île de Ré TV donne la parole aux Rétais. Nous retrouvons Bernard Dorin, boîtier d'origine, que vous aviez découvert dans un premier entretien dans lequel il évoquait sa jeunesse à Paris sous l'occupation allemande. Aujourd'hui, Bernard Dorin nous parle de son parcours d'étudiant qu'il mena parallèlement à celui de sportif de haut niveau. Et il retrace enfin ses années passées sur l'île de Ré aux côtés de ses grands-parents entre 1950 et 1960, date à laquelle il effectuera ses obligations militaires dans la Marine nationale. Je commence à m'intéresser au sport, d'abord le sport à l'école et puis le sport aussi à l'île de Ré. Et à l'île de Ré, le sport que je commence à pratiquer, c'est le volley-ball. Et cette époque-là est une époque incroyable parce que, évidemment, on commence à découvrir le tourisme avec des amis qui viennent sur la plage des Golandières et on fait des parties de volley-ball, c'est-à-dire deux piquets et un filet de pêche et on joue autant que nous voulons sur un terrain tracé sur le sable. Alors garçons, filles, parents, tout le monde jouait, c'est avec un esprit un peu de challenge entre familles. Ça a été la première chose qui a été le volleyball. Donc, et après, évidemment, j'ai fait d'autres sports, considérant aussi l'athlétisme étant pour moi le sport de base, car c'est très formateur et je dirais que j'avais des dispositions pour tous les sports, étant donné aussi que le volleyball se pratiquait l'été, que les autres sports se pratiquaient sur le stade, et qu'il n'y avait aucun gymnase. Par exemple, ça c'est quelque chose qui est arrivé bien après, puisque on jouait dehors, bon, sous tous les vents, etc. Alors ce qui était amusant, c'est quand, par exemple, on mettait le terrain de volleyball sur le platin, comme on dit ici, c'est-à-dire lorsque la mer est retirée, on jouait jusqu'à temps que la mer monte. Alors c'est ce qui nous arrivait quelquefois, c'est qu'on avait été envahi par la mer montante sur le terrain, mais ça ne nous empêchait pas de continuer à jouer avec les pieds dans l'eau. Après, évidemment, là j'arrive dans cette période de 1950-1960, et là, bien sûr, je commence, d'une part, il y a les études à faire, et les études commencent par le certificat d'études à l'école primaire. De l'école primaire, j'ai mon certificat d'études que je tiens précieusement avec le diplôme et tout, et ça m'a permis, entre autres, d'avoir mon premier vélo, parce que mes grands-parents, le certificat d'études de l'époque était récompensé par les grands-parents et parents, d'une part par le vélo, donc un beau vélo, et d'autre part un dictionnaire. Bon, alors le dictionnaire Larousse, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était une sorte de bible pour moi, d'apprendre les mots, d'apprendre un peu le vocabulaire. Il y avait également, qui était très intéressant sur le Larousse, qui existe toujours, je crois, bien qu'avec maintenant Internet ça a changé, mais il y avait les pages roses. Et les pages roses étaient très intéressantes parce que là, il y avait des déclinaisons sur le latin, etc., etc. Et c'était déjà, je dirais, ça permettait d'améliorer sa culture et l'écriture. De l'école primaire, je suis passé au cours complémentaire, et là, de nouveau, j'ai eu un nouveau grade, celui du brevet à l'époque. Ce qui était déjà une sorte de satisfecit pour se dire qu'est-ce qu'on va faire après. Bon, donc, alors évidemment, après, on passait à l'autre étape qui était le bac. Je m'étais orienté vers le bac technique, puisque j'aimais bien la technique pour toutes sortes de raisons. Il faut le savoir aussi, c'est que cette technique, je l'ai découverte, vous savez, je l'ai découverte grâce à la machine à coudre de ma mère et de ma grand-mère. C'est-à-dire que j'étais devenu le réparateur de la machine à coudre et j'étais très très intéressé par la mécanique de la machine à coudre, qui consistait, entre autres, lorsque ma mère était en train de faire des canettes pour coudre, souvent le fil s'en mêlait, enfin c'était un peu catin, hein, et puis c'était la machine à coudre, il n'y a rien d'électrique, tout était à pédale, et donc j'avais pour mission de débrouiller ou de réparer quand ça ne marchait pas. Bon, donc, alors c'est comme ça que j'ai appris à huiler à la vaseline, les engrenages, etc., etc. Mais je trouvais que c'était génial comme mécanique. C'est-à-dire qu'avec le fil en dessous, le fil au-dessus, l'aiguille à passer, etc. Donc voilà comment j'ai découvert la mécanique, la première mécanique. Après,
J'ai découvert la mécanique avec mon vélo, bien entendu, les pignons, le pédalier, après les vitesses, etc., etc. Bon, et tout ça, ça faisait partie de notre jeunesse, hein, parce que j'étais pas le seul dans la même situation. Après, bon, on est passé à la mobilette, évidemment. Après le Vespa, donc toutes les mécaniques possibles. Et parallèlement à ça, ben, j'ai donc passé mon bac. J'ai intégré après. Pendant une période, j'ai travaillé aussi à l'Institut d'Arsonval, où là j'ai passé un autre diplôme qui était celui d'agent technique. Et puis je me suis dit, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je suis sorti de l'agent technique en 1956. De là, je me suis dit, non, ça me suffit pas. Donc après, j'ai préparé une entrée en école d'ingénieur. Donc j'ai été diplômé en 1960 comme électricien, mécanicien, de l'école d'électricité industrielle de Paris. Voilà, donc voilà le parcours sur le plan universitaire. Sur le plan sportif, parallèlement, j'ai donc fait toute ma carrière sportive dans la banlieue où nous habitions, c'est-à-dire à Clamart, et mon premier club a été le club sportif municipal de Clamart, CSMC. Et là, c'est là où j'ai commencé assez tôt, et évidemment, mes dispositions physiques ont fait que j'ai intégré très rapidement l'équipe première de volleyball, qui était en première division nationale à l'époque. Et de junior, j'étais déjà avec les seniors. Et puis de là, bah, ça m'a permis de voyager en France, de mener de front mes études, etc. Ça n'a pas été toujours facile. Mais enfin, je n'en suis pas mort. Hein, sauf que souvent, je me couchais tard, je me levais tôt, puis il y avait tous les examens à passer. Et surtout, à partir du moment où j'étais reconnu, sélectionné en équipe de France, où là, je devais bien sûr assurer également les entraînements avec l'équipe de France, les entraînements avec le club, assurer aussi mes études. Et un jour, je suis sélectionné en équipe de France pour aller en Roumanie, c'était en 59, pour être précis. Et évidemment, le challenge était quand même très intéressant d'un côté. Bon, et j'avais obtenu l'autorisation du directeur de l'école de dire, bon, en plus c'était en mois de mai, en période d'examen d'avant-dernière année. Et évidemment, le directeur m'avait dit, surtout, ne rate pas tes examens, mais emporte tous tes devoirs. Donc, sauf que j'ai rien foutu pendant tout le voyage, j'ai rien foutu pendant la période où j'étais en Roumanie et sur les bords de la mer Noire. Et en plus, c'était l'équipe de France masculine et féminine. Et évidemment, ça n'incitait pas à ouvrir les livres à cette période, voilà, avec des souvenirs incroyables. C'est-à-dire que, en plus, c'était l'époque des premiers avions qui survolaient au-dessus des Carpates. Et c'était un avion russe qui était venu de Roumanie nous chercher à Paris, au Bourget. Et 24 places et 12 garçons, 12 filles dans le cockpit. Et on a fait l'aller-retour de cette manière-là, avec des trous d'air pas possibles au-dessus des Carpates. On a survolé, pour moi c'était fabuleux, on a survolé le Danube, qui n'avait rien d'être bleu d'ailleurs, le Danube, au delta en Roumanie, et avec la découverte encore à l'époque d'un autre problème qui était politique et économique, c'est-à-dire que la Roumanie était sous le joug de l'Union soviétique, et évidemment là de nouveau j'ai rencontré tous les problèmes, tous les méfaits que pouvait avoir ce type de politique, surtout par rapport aux intellectuels. Donc voilà un peu le parcours jusqu'en 1960. C'est la période où après j'ai dû intégrer la Marine nationale, où j'ai fait mon service militaire pour une raison que je ne voulais pas participer, je dirais, à la guerre d'Algérie de l'époque. Et ça, c'est personnel, quoi. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Alors évidemment, j'ai abordé le sujet du sport, mais également j'ai fait un autre type de sport, surtout avec mes grands-parents. C'est-à-dire que dès que nous arrivions en vacances l'été, dès le début juillet, alors il y avait eu deux choses, c'est que mon frère et moi, ma mère prenait toujours des précautions en allant chez le boucher de l'époque sur la place de l'église. Elle rencontrait les mères de mes copains
qui avaient des filles, et alors elle leur disait, écoutez, les coqs sont arrivés, rentrez vos poules. Alors là, c'était les mises en garde, parce que, évidemment, à cette époque-là, on nous disait, si par malheur, vous mettez une fille enceinte, vos études sont finies. Voilà, donc on vivait dans cette angoisse un peu de s'amouracher, et il fallait faire des choix, c'est-à-dire où c'était les études, où c'était le père de famille, quoi. Bon, voilà. Les reportages d'Île de Ré TV. Mes grands-parents prenant de l'âge, évidemment, on était un peu, entre guillemets, réquisitionnés au lieu d'aller à la plage, c'est-à-dire de ramasser les pommes de terre qu'eux avaient cultivées, ramasser, surtout le plus terrible, c'était quand il en était de corvée, c'était une sorte de corvée, mais cette corvée, elle était payée d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on était invité à manger chez mes grands-parents les jours des corvées. Bon, donc, alors c'était un donnant-donnant en quelque sorte. Et le plus terrible, c'était quand on s'était couché très tard ou très tôt le matin, avec les copains, etc., on était un peu exubérants, et on était de corvée de fenaison. Alors là, on arrivait, mon grand-père avait des terrains, particulièrement du côté de Saint-Martin, vers la Moulinate, là, très grand terrain, et là, il faisait du foin pour, évidemment, nourrir le cheval, nourrir les chèvres qui étaient dans la maison, nourrir les bestiaux, enfin tout ce qu'il y avait. Et ça veut dire qu'il fallait se lever. Alors évidemment, mon grand-père était vraiment un météorologue de l'époque. Ça consistait à regarder le ciel le soir rue Aristide-Briand, où ils logeaient, où ils habitaient, et il regardait côté ouest quelle était la tendance météo. Bon, alors il était capable de dire demain il y aura du vent, il y aura de la pluie, il faut se presser avant qu'il pleuve. Et ça marchait toujours, c'est-à-dire que le lendemain matin, il y avait un soleil et tout, et à 6 heures du matin, nous partions avec le cheval, la charrette, etc., et également la faucheuse, on allait soit faire le blé, soit faire le foin, etc., etc. Donc, alors après, il y avait ramasser tout ce qui avait été coupé, le foin, le blé, et il y a une période qui a été extrêmement intéressante, ce qu'on appelait le champ de battage, car au Bois-Plage, il y avait un champ de battage où on installait une batteuse pour faire le grain, et tout le monde venait installer son paillet, en quelque sorte, alors il y en avait qui avaient des gros paillets, c'était les plus riches. Ceux qui avaient des moyens paillets, c'est-à-dire ce qu'on appelle les javelles, hein, en blé, pour le blé. Et nous, évidemment, on se retrouvait avec mes grands-parents, ma mère qui veut donner un coup de main, et mon frère et moi. Mais ce n'était pas toujours suffisant. Et alors, ce que je faisais, déjà, j'avais découvert le travail temporaire, en quelque sorte. Et tous mes copains de la plage qui jouaient avec moi au volleyball, je les convoquais pour venir faire la journée des battages, parce que ça commençait le matin jusqu'au soir. Et évidemment, il y avait ceux qu'on installait pour les sacs, récupérer le blé, il y a ceux qu'on mettait pour récupérer la paille qui allait être mise en javel, ce qu'on appelle la javel, hein, pour emmener après tout ça dans les granges. Donc c'était un travail mais intéressant. On ressortait de là, on était bon pour passer sous la douche. Mais ce qui était très intéressant, c'est que j'avais donné comme consigne à ma grand-mère, il faut que tu organises un bon casse-croûte quand on aura fini de travailler. Donc à 2 heures de l'après-midi, on s'installait dans le chai, une table, et là, avec mes copains, il y avait de quoi. D'abord, il y avait de quoi boire dans le chai, hein, du blanc, du rouge, et on se servait directement à la barrique. Et évidemment, il y avait toute la cochonaille possible, et ma grand-mère faisait... Alors c'était à l'époque des pains qu'on appelait des miches, hein, qui faisaient 2,5 kg. Hein, alors c'était des grandes tartines, voilà, et mes copains, enfin ceux qui sont encore de ce monde et que je rencontre encore, ont des souvenirs incroyables, parce qu'on sortait de là, on était un peu fumé parce qu'on avait un peu trop bu. Mais par contre, on avait accompli notre mission. La paille, le foin étaient rentrés dans les granges.
Les sacs de blé étaient montés également dans la grange, etc. etc. Bon, mais c'est des souvenirs incroyables. Bon, on faisait ça, les pommes de terre. Alors, et puis après, il y a eu l'autre période. Après, il y avait encore une autre séquence qui était les vendanges. Comme j'étais costaud, j'étais préposé à ramasser tout ce qui était, tout ce qu'on coupait. Et à l'époque, on mettait ça dans des basses. Hein, je ne sais pas si vous avez connu. Bon, les basses, c'était des genres de petits tonneaux qui faisaient 60-80 kilos à peu près. On tassait le terrain, premièrement on tassait le raisin, on pilait le raisin dans ces basses. Et après, évidemment, on vidait les basses dans une cuve. Et après, il y avait le pressoir qui suivait derrière, etc. etc. Mais moi, je suis à la recherche aujourd'hui, au mois de septembre, des odeurs qu'il y avait dans le village. C'était des odeurs incroyables. Dans tous les villages, toutes les maisons faisaient leur vendange. Mais c'était incroyable. C'était des odeurs que je ne retrouverai jamais. J'ai mémorisé toutes ces odeurs, j'ai mémorisé tous ces souvenirs. Et je suis très content de le dire aujourd'hui et de faire participer ceux qui regarderont peut-être cette vidéo. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.